parole pour lancer cette dernière table ronde avant que Pascal Boniface nous tire les conclusions. Merci beaucoup, Monsieur le maire, de nous avoir invités d'abord. Nous sommes, je crois, tous très contents d'être à Maison Lafitte, une ville que personnellement je connais, qui est très belle et qui, comme chacun sait, a inventé le célèbre gâteau, le Paris-Brest. Chaque fois que je viens ici, je ne manque pas de m'arrêter à la pâtisserie qu'il a inventée. Nous sommes très heureux parce que nous savons que M. Millard s'intéresse beaucoup, par sa formation de diplomate, et lorsqu'il était député, il a consacré beaucoup de temps à s'intéresser aux questions internationales. Et donc, nous sommes très honorés qu'il ait pensé à nous pour nous exprimer sur le jeu des puissances dans ce Moyen-Orient, ce Proche et Moyen-Orient. C'est ce que nous allons essayer de vous expliquer. Alors, ça va se passer comme ça. On va discuter 1 heure. Et ensuite, on donnera la parole à la salle pour poser des questions. Alors, moi-même, donc, je suis effectivement le chroniqueur international du Figaro. Je suis reporter de guerre. J'ai couvert toutes les guerres depuis 35 ans, et toutes les guerres, en tout cas, au Moyen-Orient et au Proche-Orient. J'ai à ma droite Pierre Conessa, qui est un géostratège, qui a beaucoup travaillé d'ailleurs au ministère de la Défense, à la direction des affaires stratégiques du ministère de la Défense, et qui est écrivain, qui a écrit un livre remarquable, dont je vous recommande la lecture, qui s'appelle « La fabrication de l'ennemi ». Voilà. Vous avez ensuite à sa droite François Nicoulot, qui est un diplomate professionnel, qui a été directeur de cabinet de Pierre Joxe quand Pierre Joxe était ministre de la Défense, et qui a été ambassadeur en Iran, sans doute le meilleur spécialiste français, ou un des meilleurs spécialistes français de l'Iran. Comme diplomate, c'est le meilleur spécialiste français de l'Iran. Et il a écrit un livre qui s'appelle « Le turban et la rose ». À ma gauche, il y a le général de corps d'armée Christophe Gomard, qui était le patron, moi je l'ai connu comme patron des forces spéciales, et qui était ensuite directeur du renseignement militaire, la DRM, des grandes directions du renseignement français. Ensuite, tout au bout, à ma gauche, vous avez Patrick Calvar, qui est l'ancien directeur général de la sécurité intérieure, c'est-à-dire la DST, grosso modo, et qui est, ou un peu plus peut-être, bon voilà, les directions, les noms en France, ça change sans arrêt, et donc on n'arrive plus à suivre. Je ne vois pas en quoi ça apporte quelque chose que Antenne 2 s'appelle ensuite France 2, ou que le RPR ait changé 8 fois de nom. Je ne vois pas ce que ça apporte, mais enfin, c'est une manie française de changer les noms, alors que, voilà. Seule la SNCF ne change pas. Voilà. Ah non, ben voilà, heureusement, on n'a pas cette manie dans la presse. Et Patrick Calvar est également professeur à Sciences Po. Nous sommes bien plusieurs, moi-même. Oui, qui a connu ça aussi de l'unico à Sciences Po. Voilà. Et puis, enfin, nous avons Clarence en chapeau, Clarence Rodriguez, qui a été très longtemps, pendant 12 ans, c'était la seule femme qui était correspondante en Arabie Saoudite. Donc il connaît très bien ce pays, qui a écrit 2 livres, l'un sur les femmes en Arabie Saoudite qui avaient sous le voile, et l'autre qui vient de paraître, Arabie Saoudite 3.0, parole de la jeunesse saoudienne. Elle est la parole à cette jeunesse saoudienne qui essaye de
qui aspire en tout cas à la liberté. Alors, le jeu des puissances, les puissances, il y a évidemment les puissances régionales, mais il y a les puissances mondiales. Alors, pas toutes les puissances mondiales s'intéressent au Moyen-Orient. Il y a l'Amérique qui s'intéresse au Moyen-Orient. Depuis peu, depuis le pacte du Quincy, depuis donc février 1945, hein, c'est Roosevelt qui revient de Yalta, où il a partagé le monde avec Staline, et il s'arrête, et sur un bateau, il reçoit Ibn Saoud, le chef, celui qui a fabriqué en 1934 l'Arabie Saoudite, le roi Ibn Saoud, dont un fils dirige aujourd'hui l'Arabie Saoudite, et le roi Abdelaziz, si vous voulez. Et ils font un pacte, qui s'appelle le pacte de Quincy. Tout le pétrole d'Arabie Saoudite va aller aux sociétés américaines. En échange, on vous donne la protection militaire par rapport à vos voisins, aux gens qui voudraient s'attaquer à vous. Dans ce pacte, les États-Unis renoncent à s'ingérer dans les affaires intérieures du royaume. C'est pour ça que les Américains, à qui il arrive par ailleurs d'être assez actifs sur les droits de l'homme, n'ont jamais émis la moindre protestation sur le statut, par exemple, des femmes en Arabie Saoudite. Mais depuis peu, l'intérêt américain est en train de décroître. C'est assez clair avec Trump, dans la mesure où ils ont le pétrole de schiste chez eux et stratégiquement, les Américains souhaitent moins dépendre du pétrole du Moyen-Orient. Et comme le faisait remarquer le général Gobaert, il y a encore un grand intérêt au Moyen-Orient pour l'Amérique, c'est la protection d'Israël. Alors, une puissance, en revanche, qui monte au Moyen-Orient, une puissance mondiale, qui est évidemment la Russie, on va en parler. Et puis, les puissances qui étaient importantes après la Première Guerre mondiale au Moyen-Orient, c'est-à-dire la France et l'Angleterre, qui s'étaient partagées d'ailleurs la région avec le Pax, les accords Sykes-Picot, ceux-là, on en parlera, se sont complètement effacés. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est, et la Chine, pour le moment, est économiquement très intéressée au Moyen-Orient, mais on voit qu'elle est encore, notamment dans les discussions au Conseil de sécurité, qu'elle est encore en retrait la plupart du temps, notamment par exemple sur les décisions sur la Syrie, elle s'aligne sur son ami la Russie. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi d'ailleurs les puissances continuent à s'intéresser à cette région. Et je vais, pour répondre à cette question, passer la parole à Pierre Conessa. Merci. Je suppose que c'est une question qui appelle une réponse de 2 minutes, c'est ça? Voilà. Non, moi je voudrais faire juste attirer l'attention du public sur la caractéristique de cette région. Comme vous le voyez sur la carte, c'est une des rares régions du monde, avec peut-être les États américains, dans lesquelles les frontières sont rectilignes. Pour une raison assez simple, c'est que vous avez là l'héritage, si vous voulez, historique, à la fois du découpage qui oppose aujourd'hui État et population, puisque chacune de ces frontières coupe des populations en plusieurs morceaux. Et puis vous avez également là la trace de ce passé colonial qui fait qu'avec les accords Sykes-Picot, puis ensuite la communication de frontières, on a laissé, si vous voulez, sur place quelque chose qui ensuite va justifier, surtout dans l'héritage colonial, rappelez-vous que la France et la Grande-Bretagne, quand on décolonise, on se dit quand même qu'il vaut mieux pouvoir avoir les moyens de revenir, parce qu'on va certainement vous appeler, étant donné la nostalgie que les populations colonisées ne pouvaient avoir que de la colonisation. Et donc en particulier les Anglais avaient cette idée toujours qu'il fallait pouvoir avoir les moyens de revenir. Donc cette gestation, ce système post-colonial explique en tout cas cet héritage
qu'on trouve beaucoup dans les télégrammes diplomatiques, vous savez, cette région du monde dans laquelle la France compte tant d'intérêts, etc., sans préciser lesquels sont ses intérêts. Mais, sauf que ça peut justifier une intervention militaire ensuite. Deuxième caractéristique, c'est que depuis 1991, on ne cesse de militariser les crises. Bon. Et donc, on retrouve une espèce de dynamique qui fait que l'intervenant extérieur est un générateur de la crise. Et donc, on a sur place, si vous voulez, cet héritage, c'est-à-dire l'héritage colonial, et puis ensuite il y a ces acteurs dont on a parlé Renaud. J'insiste simplement sur une chose, je rendrai vite la parole. Il y a une vieille tradition d'erreur stratégique dans cette région. De l'occidental, évidemment, c'est surtout celle-là qui m'intéresse. On a confondu, on a pensé que l'ennemi c'était Nasser, le modernisateur du monde arabe, et on a soutenu l'Arabie Saoudite. C'est quand même une belle performance stratégique. On a raté la révolution iranienne. Rappelez-vous comment Khomeini arrive dans l'avion d'Air France avec 1 million de personnes qui l'attendent à Téhéran, et quelques mois plus tard, on va soutenir l'Irak dans la guerre contre l'Iran. Qu'est-ce que je peux vous dire encore d'autre? On est aujourd'hui évidemment dans cette espèce de mutisme à l'égard du wahhabisme qui est quand même extraordinairement répressif et qui est à l'origine du salafisme djihadiste, et on est obligé de suivre les États-Unis, si vous voulez, dans sa condamnation vis-à-vis de l'Iran. Or que je sache, ce n'est pas les chiites qui assassinent dans les rues de Paris, c'est les salafistes djihadistes, certains d'entre eux étant passés par l'université islamique de Médine. Bon. Donc, juste 2 mots pour dire que finalement, c'est peut-être pour réparer les anciennes erreurs que nous continuons à nous occuper de cette région du monde, dont les gens ne demanderaient qu'une seule chose, c'est qu'on arrête de s'occuper d'eux. Donc voilà, j'arrête. Très, très bonne intervention. Et donc, on a dit qu'effectivement, il y avait une puissance qui s'intéressait de plus en plus, qu'il y avait une sorte de retour de la Russie au Proche-Orient. Vous vous souvenez que lors de la première crise d'une guerre américaine du Golfe, c'est-à-dire qui a commencé en janvier 1991, la Russie était complètement absente, bien que les Américains l'aient invité ensuite aux tables de négociation, et elle est encore aussi relativement absente dans l'intervention américaine, l'invasion de 2003. On assiste aujourd'hui à un retour en puissance de la Russie. Alors, pour traiter cette question du retour aux puissances de la Russie, je vais d'abord passer la parole à Patrick Calvar pour qu'il nous explique les intérêts de la Russie, ses propres intérêts sur le terrain syrien, et ensuite au général Gomard pour voir un peu l'enjeu du Moyen-Orient aux yeux de la Russie dans sa rivalité avec notamment l'Amérique. Alors, Patrick, vous avez la parole pour les intérêts de la Russie en Syrie. Donc, je comprends que j'ai 2 minutes 30. C'est très bien. Je veux d'abord vous dire que, en dépit d'une expérience où j'étais directeur du renseignement à la DGSE pendant 23 ans, ce n'est pas nécessairement le cœur du sujet qui a été le mien ces dernières années, compte tenu de l'actualité à laquelle nous avons été confrontés. Simplement plusieurs remarques. Les nations occidentales, tous les pays occidentaux, depuis maintenant septembre 2001, sont totalement focalisés sur la lutte contre le terrorisme et ont oublié qu'il existait d'autres enjeux de souveraineté qui étaient aussi importants, sinon bien plus importants, parce qu'il s'agissait en l'occurrence de préserver nos intérêts à travers le monde et notre place dans le monde. Un mot sur la Russie, que je connais un peu, mais Christophe, évidemment, va développer. Pour la Russie, de ce que j'ai entendu, des contacts que j'ai pu avoir avec eux, la présence, l'évolution de la situation en Ukraine a été considérée comme une déclaration de guerre, et ils ne voulaient absolument pas de l'OTAN, justement, à leurs frontières, et à partir de là, ils ont décidé radicalement de changer de politique et de revenir à leurs intérêts propres et d'agir. La Russie a toujours eu des intérêts majeurs dans cette région. La Turquie a toujours été un intérêt majeur pour les Russes, dans le sens où la quasi-totalité des ex-républiques soviétiques sont de langue turque.
Et donc ils surveillent ça également de très près, et ils ont également un intérêt particulier concernant Israël, compte tenu d'une importante population originaire de Russie qui s'est installée dans ce pays. Sur la Syrie, puisque c'est la question qui m'est posée. La Russie a toujours eu des intérêts majeurs en Syrie, qui sont des intérêts stratégiques et militaires. On oublie singulièrement que la seule base navale que les Russes possèdent dans la zone est Tartous, se trouve en Syrie, et qu'ils en ont un besoin absolu pour pouvoir bénéficier d'une flotte en zone méditerranéenne. La deuxième chose qu'on oublie singulièrement, c'est que les Russes ont toujours eu besoin d'une forte capacité de renseignement, pour les raisons que je viens de vous indiquer, dans cette zone, et qu'ils ont développé en Syrie. Dès lors, ils avaient noué des contacts très forts avec l'ensemble de la hiérarchie militaire syrienne qu'ils ont réussi à maintenir. Et ils ont voulu, dès lors, investir le champ et essayer de stabiliser leurs intérêts sur place. Je vais être très franc avec vous, je pense, à titre personnel, encore une fois, ça n'engage que moi, que Bachar el-Assad n'est pas une question pour les Russes, ils veulent simplement quelqu'un qui soit compatible avec leurs objectifs. Il y a ces intérêts stratégiques, mais il y a des intérêts sécuritaires. On oublie que pendant la guerre civile qui se perpétue encore aujourd'hui dans cette zone, de très nombreux combattants étrangers sont originaires du Caucase du Nord et qui ont été très engagés, je pense notamment aux Tchétchènes, aux Dagestanais, et également beaucoup de gens qui sont issus des anciennes républiques de l'ex-Union soviétique, et que dès lors ils veulent suivre ça d'extrêmement près. J'en veux pour preuve d'ailleurs que la lutte contre le terrorisme n'a pas été confiée au service extérieur de renseignement russe, mais au service intérieur de renseignement russe, parce que les conséquences pourraient être dramatiques sur leur territoire, confèrent les nombreuses guerres qu'ils ont menées en Tchétchénie, et la situation est très loin d'être stabilisée. Voilà en quelques mots ce que je voulais dire, mais on les retrouve également dans d'autres zones, avec les SAF va parler, puisqu'on les retrouve en Libye, on les retrouve en Algérie, on les retrouve partout. En fait, ils reviennent sur une scène, ils reviennent avec les contacts qui avaient été les leurs dans le passé, pour pouvoir à nouveau peser sur le cours des choses. Merci beaucoup, Patrick. C'est vrai que le grand retour de la Russie dans le jeu moyen-oriental, il est marqué par une intervention militaire qui commence à partir de septembre 2015 pour sauver sans doute le régime bassiste de Bachar el-Assad à Damas, c'est-à-dire que sans l'intervention russe, qui était d'ailleurs, je parle sous le contrôle de François Niccolò, intervention russe qui a été suggérée par un Iranien, par le général Qassem Soleimani, dans un voyage en juillet 2015 à Moscou. Et cette intervention militaire russe en septembre 2015 va sans doute empêcher la chute de Damas aux mains des rebelles, qui sont évidemment dominés par les rebelles islamistes et djihadistes. Si Damas était tombé, je pense qu'on aurait eu comme conséquence immédiate un génocide des Alaouites, cette minorité proche du chiisme qui appartient à la famille de Bachar el-Assad, enfin sa famille lui-même, parce qu'il a épousé, sa femme est sunnite, la femme de Bachar est une sunnite, au mieux l'expulsion de tous les chrétiens vers le Liban. Quant aux églises de Damas, je pense qu'elles auraient toutes brûlé. Et on aurait eu une stabilité comme en Libye. On aurait eu une stabilité comme en Libye. Et, si je peux juste vous interrompre une seconde, le chef de tous les services de renseignement syriens est sunnite. Tout à fait. Il s'appelle Ali Mablouk, il est sunnite, tout à fait. Et donc, la Russie, comme l'a dit très bien Patrick Calvar, elle a ses intérêts, la base donc navale de Tartous, elle a même maintenant une base aérienne permanente du côté de Latakia, parce qu'il y a un accord en bonne et due forme entre la Russie et la Syrie. Et puis, évidemment, les Russes sont intervenus en Syrie aussi pour, comme raison interne, parce que vous avez vu que Vladimir Poutine est très proche de l'Église orthodoxe. Le deuxième personnage en Russie, après Poutine, c'est le patriarche. Et
la majorité des chrétiens de Russie, tous les chrétiens sont avec Bachar el-Assad, parce que c'est l'accord des minorités, ils se sont protégés par le régime de Bachar el-Assad, la majorité des chrétiens de Syrie sont orthodoxes. Et donc aujourd'hui, quand vous allez même en Syrie, mais même quand vous allez à Beyrouth, quand vous demandez dans la rue quel est le protecteur des chrétiens d'Orient, il y a 40 ans, on disait, ou 50 ans, on disait c'est la France. Aujourd'hui, on dit c'est la Russie. Donc je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles c'est une raison pour son opinion publique, pour montrer, Poutine montre aux orthodoxes russes qu'il est aussi le protecteur des chrétiens d'Orient, dont la grande partie est orthodoxe. Mais c'est aussi évidemment, ça s'inscrit évidemment aussi dans un jeu de rivalité face aux États-Unis, rivalité dont va vous parler le général Gomard. Merci Renaud. Pour compléter ce que nous a dit Patrick Calvar à propos de la Russie, ce qui est assez intéressant me semble-t-il, c'est qu'au-delà de leur intérêt et effectivement la participation à la lutte contre le terrorisme en suivant les Dagestanais, les Tchétchènes, etc., en réalité ils ont profité de cette occasion pour remonter en puissance militairement. Le grand drame de la Russie finalement à la fin de l'URSS, c'est qu'effectivement sur le plan militaire, il y a eu une dégradation très nette de leur capacité propre militaire. Et finalement, après le retrait d'Afghanistan, les Russes, sur le plan militaire, faisaient encore beaucoup d'esbroufs, mais réellement en interne de l'armée, il ne se passait plus grand-chose. À tel point, c'est qu'un officier russe n'était pas capable d'inviter même sa famille à dîner dans un restaurant à l'époque. Donc il y avait une vraie perte de pouvoir d'achat des militaires, et les militaires étaient un peu laissés pour compte, d'où un certain nombre d'incidents, dont le plus célèbre reste celui du Kursk, du sous-marin Kursk, avec une incapacité à aller sauver les sous-mariniers qui étaient à bord, et avec un appel d'ailleurs à des marines occidentales pour aller tenter les aider. Et ce fut un peu tard. Et donc, effectivement, M. Poutine profite de cette occasion pour remontrer toute la puissance militaire qui a été la sienne, avec, au-delà du désarmement, enfin, je veux dire, de la dénucléarisation de l'armement, l'aspect chimique de l'armement qui a été effectivement fait avec sur proposition russe. Donc on voit bien une disparition à ce moment-là des Occidentaux, un effacement face à cet armement chimique, et donc les premiers à réagir, ce sont bien les Russes. Et derrière, on voit bien la montée en puissance militaire des Russes, qui veulent de nouveau se confronter aux Occidentaux, avec le départ, décollage d'avions à long rayon d'action, qui décollent du nord de la Russie, qui font tout le tour de l'Europe au passage, qui alertent toutes les patrouilles européennes, donc ils décollent toutes à tour de rôle, qu'elles soient belges, françaises, espagnoles, pour les suivre. Elles font le round par l'étoile de Gibraltar, elles traversent toute la Méditerranée, elles vont au-dessus de la Syrie, elles bombardent même, et ensuite elles rentrent dans le sud de la Russie, en passant au-dessus de l'Iran, donc avec un accord, effectivement, un accord de survol avec les Iraniens. Et à travers ça, ce qui est intéressant de voir, c'est de voir effectivement tous leurs accords internationaux qui sont les leurs, et donc effectivement une entente avec les Iraniens. Mais également, ce que l'on voit, et ils tentent à un moment donné, c'est d'envoyer leur seul porte-avions, qui s'appelle le Kuznetsov, et ce Kuznetsov vient effectivement en mer Méditerranée, mais en termes d'aéronaval, j'allais dire qu'ils sont un peu moins bons que nous le sommes, que le sont les Américains, c'est-à-dire que leurs avions, finalement, ils ont des problèmes à l'appontage, ils cassent 2 avions, et finalement ils se servent de leurs avions qu'ils mettent à terre sur l'aéroport de Latakia, et leur Kuznetsov est dans le port de Tartus. Et puis finalement il repart vers le nord, et on ne reverra pas le Kuznetsov. Mais tout ce qui est intéressant, c'est de voir également tous leurs sous-marins qui passent par là, tous leurs bâtiments qui passent par là, donc une vraie présence militaire, avec un certain retrait des Américains, et un effacement total des Européens, parce que si, à part les quelques Français et les quelques Britanniques et quelques autres pays européens, finalement, il y a une absence totale de l'Europe dans cette zone. Le seul intérêt finalement aujourd'hui européen, au-delà de l'aspect pétrolier, c'est bien la lutte contre le terrorisme. Mais donc, je pense que M. Poutine a bien profité de cette occasion-là pour remonter en puissance militairement et de faire égal à égal avec les Américains et avec les Occidentaux. Et avec, j'allais dire, le point d'orgue aujourd'hui, qui est l'exercice Vostok,
et donc un accord avec les Chinois, où quand même, ils ont quand même engagé 300 000 hommes sur le terrain, plusieurs milliers d'avions, des centaines de bateaux, donc une puissance militaire qui est revenue à celle qui était la leur au temps de l'URSS. Merci beaucoup. Alors,